Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les préparatifs des élections municipales du 22 mai se concentrent autour de la tenue d'un scrutin apaisé. La CENI outille ses démembrements de connaissances sur la gestion des conflits électoraux. Dans le même temps, les coutumiers et religieux sont formés à Kaya. Le tremblement de terre en Équateur a fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables. Les secours ont lancé une course contre la montre pour dégager des décombres d'éventuels survivants et d'heure en heure, le bilan s'alourdit. Mais tout d'abord, ce communiqué du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suite à la situation de Nagaré. Suite à la situation qui prévaut à Nagaré, province de la Tapua, où les enseignants du CG ainsi que ceux de l'école primaire publique ont subi des agressions d'une rare violence dans la journée du jeudi 14 avril 2016, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation tient à marquer sa très grande préoccupation face à cette situation indigne de notre système éducatif et des valeurs de notre société burkinabé. Il condamne avec la dernière énergie l'atteinte portée au symbole de l'État, en l'occurrence le drapeau national, et les violences perpétrées par les élèves. Il assure les populations et le monde de l'éducation que des investigations sont déjà en cours pour faire la lumière sur ces événements. Il rassure que les responsabilités seront situées et les sollicitations des enseignants victimes prises en compte dans le traitement diligent de cette crise. Des mesures conservatoires sont prises par le gouvernement pour faire face à cette situation, notamment la fermeture jusqu'à nouvel ordre des 2 établissements concernés. Le ministre tient à exprimer aux victimes sa compassion et invite tous les acteurs concernés au calme et à la retenue. Autre communiqué, celui de l'état-major général des armées, des rumeurs font état d'une tentative d'intrusion à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka dans la nuit du 17 au 18 avril. Il s'agit en réalité de tirs de sommation effectués sur 2 individus riverains du camp qui, par ignorance, se sont aventurés dans la zone interdite du fait des nouvelles mesures de sécurité à la Maka. Cela dit, le président du Faso a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina. Le diplomate saoudien a transmis au président Roch Marc Christian Kaboré une invitation du roi d'Arabie Saoudite à se rendre en visite de travail à Riyad le mois prochain. Ce fut également une occasion de présenter au chef de l'État un projet de production de poulet local en construction dans la zone de Koubri. Reportage Souleymane Sanou Moukoun Dabiré. Le président du Faso est invité à prendre part à une visite de travail le 3 mai prochain à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. C'est l'information dont est porteur son ambassadeur au Burkina. Il a abordé les points que le ministre du Président souhaiterait aborder avec un homologue saoudien aussi lors de cette visite. Il a arrêté quelques points qui seront intéressants pour renforcer les relations entre les 2 pays. Le deuxième volet aussi, ça concerne aussi un sujet économique aussi. L'ambassadeur Daïe Al-Anassi était accompagné d'un homme d'affaires saoudien. Ce dernier est venu présenter à Roch Marc Christian Kaboré une entreprise de production de poulet local en construction dans la zone de Koubri. Pour un investissement d'environ 16 milliards de francs CFA, l'usine aura une capacité de production de 1500 poulets par jour. Donc cette société vise à créer des opportunités de travail et en même temps aussi de booster l'économie burkinabé. Cette entreprise est le fruit d'une collaboration entre hommes d'affaires burkinabés et saoudiens. Et Youssouf Othman Al-Kassabi dit être venu demander le soutien du président du Faso pour sa réalisation. Plus qu'un mois pour la tenue des élections municipales du 22 mai. Un rendez-vous qui se prépare activement par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Elle a réuni à Ouagadougou les présidents de ces structures décentralisées que sont les CECI et les CIA afin de les doter de connaissances nécessaires à la prévention et des conflits électoraux. Roger Kam, Oumar Zombré, reportage. Garantir un processus électoral pacifique, c'est l'objectif de cette formation. Une formation qui va renforcer les capacités des présidents des commissions électorales communales indépendantes CECI et commissions électorales indépendantes des arrondissements CIA des 45 provinces du Burkina.
Elle va aussi les outiller et les familiariser avec certaines notions clés pour la prévention et la résolution des conflits électoraux. Comme chaque fois qu'il est question d'aborder des élections, nous avons le souci d'avoir un scrutin apaisé. Puisque nous voulons un scrutin apaisé, nous devons nous donner les moyens que tous ceux qui travaillent avec nous aient une bonne connaissance du terrain et qu'ils sachent exactement comment il faut voir les risques de violence électorale s'annoncer et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avant, pendant et après le processus électoral. Organisée par la CENI avec l'aide financière de l'USAID et la Fondation internationale des systèmes électoraux IFES, cette formation est assurée par un expert burundais. Ce projet a déjà été mis en œuvre dans près d'une dizaine de pays en Afrique. Donc nous attendons des participants qu'il y ait cet effort, non seulement de compréhension de la méthodologie qui est générale, mais également un effort d'adaptation. Les responsables des CECI de Zogoré, de Béguédo, de Tangendasouri, Burum et Boussou prennent part également à cette formation. Des localités signalées déjà comme zone d'alerte précoce par la CENI. Toujours dans la même dynamique, les coutumiers et religieux de Kaya dans le Sanamatenga bénéficient d'une formation de sensibilisation en vue des élections municipales. L'association Racine, initiatrice de cette formation, veut prévenir toute source de tension au cours du scrutin. Elle lance du reste une campagne de sensibilisation dans 8 villes du pays. Moussa Ouedraogo, Aruna Mare, reportage à Kaya. Dans la stratégie de préservation de la paix de l'association Racine, coutumiers et religieux sont un maillon essentiel. Après les élections générales de 2015, elle met ici à contribution les leaders communautaires de Kaya pour des élections municipales apaisées à travers cette campagne de formation et de sensibilisation. Les modules, c'est tout ce qui va contribuer effectivement à ce qu'il y ait des élections apaisées. C'est la religion, par exemple, et politique. Il y a également l'enseignement sur la bonne gouvernance au niveau des élections. Toutes les couches coutumières, les autorités religieuses, et tous sont représentés ici. Ça nous donne un éclairage parce que les coutumiers, comme on l'a dit là-dedans, nous étions là avant. Donc le peuple, nous le connaissons. Nous gérons le peuple depuis des siècles et nous avons intérêt à ce que le peuple ne s'entre-déchire pas pour des problèmes d'opinion et des problèmes d'élection. Donc ce genre de formation apporte de l'eau à notre moulin. Dans son combat pour un Burkina de paix, Racine peut s'adosser sur le projet Paix à travers le développement de l'USAID, qui partage également la même vision. Ce sont des élections de proximité qui peuvent être souvent houleuses dans les communautés et on a voulu impliquer les leaders traditionnels, les leaders religieux, les leaders coutumiers. Dans nos communautés, il y a des gens qui croient surtout à leurs leaders traditionnels, à leurs leaders religieux. Donc nous passons par ces leaders-là pour passer le message de paix. Outre Kaya, 7 autres localités seront concernées par la campagne. Une campagne qui va s'achever le 28 mai prochain. Venons-en maintenant à ce nouveau drame de l'exploitation artisanale de l'or. Il est survenu à Kari, dans la commune de Houndé. 8 personnes ont trouvé la mort hier dans un éboulement sur un site d'orpaillage. Énième accident que connaît la région. On dénombre aussi 3 blessés et un disparu pour lesquels les recherches se poursuivent. Selon les témoins, de nombreux orpailleurs étaient bloqués dans les galeries quand la terre s'est affaissée. Reportage Karim Ilboudo, Amadou Lougui. 8 morts, 3 blessés, la quête de l'or a encore fait des victimes dans le rang des orpailleurs. Tous seraient morts des suites d'éboulements dans cette galerie. J'étais dans le trou lors du catastrophe. Je suis un caleur. Je suis rentré dans le trou pour caler. Et il s'est trouvé que le trou voulait venir. On a entendu un coup, deuxième coup, troisième coup. Le trou est venu. Pendant ce temps, il y avait des gens qui étaient à l'intérieur toujours. Parce que nous, on était après ces gens-là. Il y a toujours des gens qui étaient toujours à l'intérieur. Alors que le trou s'est superposé comme ça. Donc, tellement que les gens étaient nombreux dedans, nous, on a pris l'échappement pour sortir. Le drame s'est produit ce dimanche aux environs de 4 heures du matin. Après plus de 24 heures de fouilles, un corps reste encore enfoui sous les décombres.
Non, travailler, moi-même je peux dire que je suis au site aurifère, là, ça peut atteindre 17 ans ou bien quoi, je suis en brousse, je travaille tout le temps. Nous on connaît ces problèmes-là, parce que c'est risqué. Toi tu vas rentrer 10 mètres ou bien 5 mètres là, si tu n'es pas rentré dedans, tu ne sais pas ce qui se passe, quoi. Une équipe conduite par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins est venue constater les dégâts et inviter surtout les orpailleurs à respecter le calendrier d'exploitation de l'or au Burkina Faso. Le gouvernement, à partir du mois de mai, a décidé de la fermeture des sites sur toute l'étendue du territoire. Il faudrait que cette décision soit mise en œuvre par les populations et par les représentants des populations. Cette décision du gouvernement précise que toute forme d'exploitation artisanale de l'or est proscrite pendant la saison des pluies. La mesure entre en vigueur dès le 1er mai prochain. En attendant, la ruée vers l'or continue d'attirer des milliers de jeunes. En 2 ans, près d'une vingtaine d'orpailleurs ont trouvé la mort au fond des trous d'or dans cette localité de la commune de Houndé. La promotion de l'art vestimentaire traditionnel, de l'art culinaire et des produits non ligneux s'est rapportée par la 2e édition des 112 de la Fédération Femmes et Développement du Burkina. Cette manifestation aura lieu du 28 avril au 3 mai et ces grandes articulations ont été tracées à l'intention de la presse par ses organisateurs. Nongba Kouda, Claudine Dimabio Bikaba. Contribution de la femme à la promotion des produits des arts vestimentaires traditionnels, de l'art culinaire et des produits non ligneux dans l'espace UEMOA. C'est sous ce thème que se tiendra les 72 heures de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. 3 domaines occupés par près de 80% des femmes. Nous avons choisi ces 3 grands volets qui concernent les femmes essentiellement en milieu rural pour vraiment mettre l'accent et les amener encore à faire mieux parce qu'elles auront l'occasion de rencontrer d'autres femmes. Comme innovation à cette 2e édition, 5 pays invités. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Mali et du Sénégal. Les pays frères, que ces femmes-là viennent aussi pour des échanges avec nous. Et c'est petit à petit qu'elles vont voir ce que nous faisons, ce qui peut être important dans leur pays, elles vont prendre. Et nous aussi, nous allons voir ce qui peut nous intéresser et nous allons prendre. Et les échanges commerciaux, ça commence comme ça. Une journée sera dédiée à chaque pays invité pour la valorisation des produits des volets cités. La fédération entend apporter son soutien aux femmes détenues à la Mako. Cette fédération a existé sous la forme d'association depuis 1992 et compte aujourd'hui plus de 100 000 membres à travers le pays et 26 antennes régionales. Ces 72 heures se tiendront du 28 au 3 mai à la Maison du Peuple. Le phénomène est nouveau dans nos sociétés. De nombreuses femmes restent célibataires au-delà de 30 ans. De temps à autre, les journalistes mènent leur petite enquête pour cerner les causes de ce célibat prolongé. À Bobo Dioulasso, des femmes rencontrées par nos reporters évoquent des questions de longues études ou encore des hommes qui boudent le mariage. Voyons ce sujet signé Karim Ilboudo et Sanoua Christine Koulibaly. Elles veulent étudier durant longtemps. Après les études, maintenant, le temps passe. Awa Toué est convaincue que c'est la principale raison qui explique le fait que les femmes convolent de plus en plus tardivement à un juste noces. Pour d'autres femmes, les raisons se situent ailleurs. C'est le matérialisme là. Moi-même je suis femme, mais les femmes sont matérialistes. Présentement, les hommes ne veulent pas se marier avec les femmes qui n'ont rien, sans diplôme, sans commerce. C'est à cause de ça. Certaines pointent du doigt le sexe opposé. Les filles veulent bien se marier. Il y a beaucoup de filles qui veulent se marier, mais les garçons ne sont pas prêts. Ils ne trouvent pas les filles qui sont à la hauteur, quoi. Bon, mon avis, je pense que c'est les hommes qui ne sont pas sûrs. Tu peux débuter une relation, tu te donnes tout. Par fini, l'homme va te trahir à la dernière minute. Mais pour Zena Bouwermi, la quarantaine bien sonnée et qui gagne sa vie, toutes ces raisons ne sauraient expliquer son célibat prolongé. Bon, moi, personnellement, je trouve que non, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Le jour viendra, j'espère toujours qu'un jour, tu vas avoir un mari. Dans cette attente du prince charmant, chacun y va de son commentaire.
Les personnes âgées trouvent, il y a d'autres personnes qui trouvent que non, que si tu vas te dire à la maison, soit tu n'es pas gentil, soit tu as besoin de quelqu'un qui est riche, voiture, maison, bon, tout le monde dit ce qu'il pense. Des commentaires difficilement supportables pour certaines femmes qui disent faire des pieds et des mains pour avoir un homme dans leur vie, surtout quand l'horloge biologique a déjà atteint sa vitesse de croisière. Rencontre à Ouagadougou de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Des représentants de 13 pays partagent leur expérience en matière de bonnes pratiques autour du thème la production et la collecte des données statistiques dans les organismes de sécurité sociale de la zone CIPRES. Alidou Badini, Yolande Lompo, précision. C'est une occasion offerte aux acteurs des organismes de prévoyance sociale de recenser les difficultés auxquelles ils font face dans la production des données statistiques financières et comptables. Les statistiques étant indispensables à l'établissement de données fiables, les participants des 13 États membres sur les 15 que compte la CIPRES vont ensemble partager leur expérience en vue d'accroître leur performance. S'il n'y a pas de statistiques, on n'a pas de tableau de bord. Et quand il n'y a pas de tableau de bord, on rentre souvent dans le mur. Donc, ce qui permettra, avec les statistiques, de bien gérer, n'est-ce pas, d'avoir les bons éléments et de permettre à ce que les pensions soient sauvegardées. Dans un contexte socio-économique où bon nombre d'États connaissent des crises financières, chaque organisme de prévoyance sociale devra jouer sa partition dans la stratégie de développement économique et social. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de caisses de prévoyance sociale qui ne produisent pas les statistiques, qui ne les mettent pas à jour. Et cela crée un sérieux problème de gouvernance, un problème aussi de capacité de pilotage, d'anticipation. Et si vous n'avez pas les outils d'aide à la décision, naturellement, vous ne pouvez pas être efficace. Créée en 1993, la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale a entre autres pour objectif majeur de fixer les règles communes de gestion de ces organismes de prévoyance sociale et d'en assurer le contrôle. Passage obligé pour tout projet ou programme, la tenue de session du comité de pilotage. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole a pu passer en revue les derniers mois de son exécution à travers l'organisation d'une session à Ouagadougou. De nouvelles orientations ont été données pour une mise en œuvre efficiente du programme qui fait notamment la promotion du secteur agricole. Salif Belem, Estelle, Judith Assogba. Les membres du comité de pilotage du programme de croissance économique dans le secteur agricole marquent une halte pour dresser le bilan des activités menées durant 2015 et du même coup définir de nouvelles orientations. Des orientations qui devraient contribuer à la mise en œuvre diligente et cohérente du dit programme. Les enjeux majeurs pour 2016 seront la réussite de la revue à mi-parcours, la mise en œuvre de la stratégie de communication, la production d'un film documentaire. Pour ce faire, je vous invite à travailler davantage sur les points essentiels, à savoir la réalisation des infrastructures structurantes et stratégiques, l'appui conseil effectif aux entreprises, l'augmentation significative du volume des prêts accordés par les banques ou aux entreprises, la signature de la convention avec la SOFIGIP, la mise en route du fonds vert et la signature du panier financier commun. Le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydrauliques ainsi que les autres départements ministériels marquent d'ores et déjà leur bonne volonté à mettre en œuvre les décisions et recommandations issues de cette session. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole est né de la volonté des gouvernements burkinabés et danois de promouvoir le développement du secteur agricole. Son objectif est de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles, ce qui pourrait favoriser une croissance économique nationale et réduire la pauvreté. Renforcer la résilience des populations face aux risques de catastrophes et de crises humanitaires.
Objectif d'un projet lancé dans le Sahel, l'Alliance technique d'assistance au développement, en partenariat avec l'ONG Diaconia, œuvre ainsi en faveur de l'amélioration de la sécurité alimentaire pour près de 300 ménages des zones vulnérables de l'Oudalan. Le projet PRCVO se déroule sur 18 mois. Adouri, suivant les précisions d'Alexis Ouedraogo et de Sekou Zongo. Cette signature de convention marque le lancement officiel des activités du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables de l'Oudalan, PRCVO. Une convention qui engage aussi bien les responsables du projet que les populations bénéficiaires. Ce référentiel nous guide et nous permet de nous assurer que chacun va respecter ses engagements. Les engagements ne se limitent pas seulement à être bénéficiaire, mais c'est de contribuer aussi bien physiquement, financièrement, mais aussi de mobiliser l'ensemble des communautés à l'écoute des messages du projet et à véhiculer aussi les valeurs que nous défendons tous ensemble. Un ensemble de valeurs qui se résume à améliorer la résilience des communautés par le renforcement de leurs capacités d'analyse organisationnelle et technique. Pour y arriver, le cadre de concertation provinciale constitue un organe de veille. C'est le cadre de concertation provinciale aujourd'hui qui accueille le projet pour pouvoir nous informer, nous donner toutes les informations nécessaires à la connaissance de ce projet. Donc c'est un cadre aussi de contrôle. À l'occasion du lancement de ces activités, le projet PRCVO a offert à 30 ménages vulnérables de Tine Agadel un lot de matériel composé de brouettes, de pelles, de pioches et de kits de traitement phytosanitaire. Vraiment, mon sentiment, je suis content, très très content. Prévu pour durer 18 mois, le projet PRCVO prévoit toucher 300 ménages dans 5 villages de la province de l'Oudalan. Fin hier du congrès de l'Organisation nationale des commerçants du Burkina, Onakombe, retrouvailles qui ont permis de renouveler le bureau de l'organisation syndicale et d'envisager de nouvelles actions en faveur des membres de cette structure. Depuis 2005, elle se bat pour relever les défis de ce secteur d'activité qu'est le commerce. Nongoba Kouda, Bouma Ernest Nibié. Ce troisième congrès de l'Organisation nationale des commerçants du Burkina, Onakombe, a permis à ses membres de faire l'état des lieux des acquis de la structure depuis sa création. Des acquis, mais aussi des défis à relever, surtout la relecture et l'application effective des textes régissant le secteur du commerce. Des défis auxquels compte s'attaquer dès les premières heures le nouveau bureau installé au cours de ce congrès. Un bureau fort de 46 membres. C'est l'industriel qui élit l'industriel. C'est le grossiste qui élit le grossiste. Et le demi-grossiste élit le demi-grossiste. Et les détaillants élit les détaillants. Donc nous voulons que ces textes soient réglementés et appliqués comme il se doit. Il y a les élections des membres conseillers de la Chambre du commerce qui est en cours, dont les acteurs ne sont pas d'accord sur les textes. Notamment l'Onakombe fait partie de ces acteurs. Les textes ont été faits en écartant certains acteurs. L'Onakombe a aussi dans son viseur la formation des commerçants sur les services des impôts. Une conférence publique sur la plateforme Sylvie de la douane est également prévue pour permettre aux commerçants de se l'approprier. Le premier concours national de programmation informatique a livré son verdict. 10 équipes vont représenter le Burkina à la phase régionale qui aura lieu en octobre et qui devrait déboucher sur celle internationale prévue en Afrique du Sud. Il s'agit à travers ces compétitions de détecter de nombreux jeunes talents en informatique. Les précisions de Salif Belem et Claudine Dimabio Bikaba. Voici le groupe qui remporte le premier prix du concours national de programmation informatique. Il s'en sort avec un trophée et chaque membre reçoit ici un ordinateur portable, une médaille et un certificat de participation. Ce concours vise à promouvoir l'excellence, l'esprit d'équipe et la maîtrise de l'outil informatique par les étudiants. Nous avons commencé à nous préparer 2 mois à l'avance. Donc, c'est l'équipe la mieux entraînée qui a gagné. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément les meilleurs. Nous nous sommes bien préparés, c'est tout. Et je suis très content de recevoir ces trophées aujourd'hui et j'espère que l'année prochaine, on pourra être là pour une deuxième victoire consécutive. Pour cette première édition, sur les 17 équipes retenues pour la compétition, 3 ont été primées et 10 iront représenter le Burkina au régional.
À travers ce concours, on détecte des étudiants qui ont du potentiel, on les accompagne. Et à travers ce concours national, on en a retenu 10 pour prendre part au concours régional. Et si dans le trio gagnant, il y a une équipe du Burkina, cette équipe ira participer au concours international. L'initiative est de Mapcom Technologies, dont le promoteur est lui-même un ancien lauréat du prix international des programmeurs informatiques. Le régional se tiendra la première quinzaine du mois d'octobre. Ouvrons très rapidement la fenêtre de l'actualité internationale. Difficile période pour la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Les députés ont voté hier à une large majorité sa destitution. La présidente brésilienne a désormais son sort entre les mains du Sénat qui se réunira mi-mai pour confirmer ou infirmer le vote des députés. La fin est proche, destitution. Les unes de la presse semblent signifier le début de la fin pour Dilma Rousseff. Certains journaux en parlent même déjà au passé. Elle doit être responsable, elle est présidente, elle doit partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. J'espère que le vote et le processus vont se dérouler le plus rapidement possible parce que le Brésil passe pour un pays honteux. Alors il faut faire quelque chose et l'heure est arrivée. Si on reste comme ça à attendre, le temps passe et la situation empire à chaque fois. La veille, les supporters de la présidente brésilienne s'étaient massivement rassemblés. Séparés des partisans d'une destitution par des barrières métalliques, ils ne décolléraient pas contre ce qu'ils estiment être un coup de force injustifié. C'est une honte. Je n'arrive pas à être heureuse de cette situation. Moi, du haut de mes 23 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre cette situation, celle d'un coup d'État. Mais Dilma Rousseff n'est pas encore partie. Dimanche soir, les députés ont sonné la première charge. Les partisans d'une destitution de la présidente ont obtenu la majorité des 2/3. La balle est désormais dans le camp du Sénat. En cas de destitution, c'est le vice-président Michel Temer qui assumera l'intérim jusqu'à la fin du mandat en 2018. Michel Temer, qui est lui aussi cité dans l'affaire de corruption Petrobras. Le bilan s'alourdit en Équateur 3 jours après le violent tremblement de terre qui a touché ce pays d'Amérique latine. On parle maintenant de plus de 350 morts. Les secours ont lancé une véritable course contre la montre pour sauver les habitants bloqués sous les décombres, mais l'espoir de retirer de nombreux survivants commence à être très mince. Cette vue aérienne donne une idée de l'ampleur des dégâts. Pedernales, une station balnéaire très prisée des touristes, est l'un des lieux de la côte ouest équatorienne les plus touchés. Alors que le pays compte ses morts, ces hommes s'activent pour sauver des vies. Des habitants tentent à main nue de déblayer les gravats de cette maison. Les blessés secourus sont installés à même le sol pour y recevoir les premiers soins. D'autres sont installés sur des lits en plein air. Les hôpitaux sont débordés et les médicaments commencent à manquer. Nous n'avons pas de comprimés pour l'hypertension artérielle. Nous souffrons d'anxiété, je souffre de beaucoup de choses, mais il n'y a pas de pharmacie ouverte, tout est fermé. Nous n'avons pas de tente et notre maison s'est effondrée. On est tous là, on a dormi ici les 2 dernières nuits. Mon frère, tout le village de Pedernales s'est effondré, tout le village. Bien souvent, les secouristes ne sortent que des corps sans vie des décombres. Ceux qui ont perdu un proche laissent éclater leur détresse. D'autres amènent eux-mêmes leur corps à la morgue. Face à la tragédie, l'aide internationale se met en place dans les pays sud-américains, comme ici en Bolivie. Nous sommes en train de préparer un premier avion Hercule qui va emmener de l'aide humanitaire, à savoir de la nourriture, des médicaments et de l'eau. De nombreux pays comme la Colombie, le Mexique, l'Espagne ou encore la Suisse sont mobilisés. L'Union européenne a décidé d'activer le mécanisme européen de protection civile pour l'Équateur. John Kerry, le secrétaire d'État américain, a offert le soutien des États-Unis. Terminons cette édition par la revue de presse des quotidiens. Les violences survenues à Nagaré, dans la Tapua, sont commentées par les journaux de ce lundi. Aimé Solange Yigma. Des élèves déchirent le drapeau national, des enseignants violentés et des biens saccagés, titre le quotidien. Tout serait parti de l'expulsion par un professeur d'un de la classe de 3e des cours de maths après des embrouilles avec son professeur, explique aujourd'hui au Faso.
Ainsi sont-ils devenus des bourreaux de leurs enseignants, indique Sidoya. Les élèves ont forcé les persiennes de la fenêtre pour introduire la paille et le feu avec à l'intérieur le directeur et toute sa famille. Pour le journal de tous les Burkinabés, l'acte posé à Nagaré mérite une condamnation ferme car il n'honore ni les élèves ni les enseignants, encore moins le Burkina Faso. D'après l'observateur Palga, c'est un signe précurseur parmi tant d'autres du grave péril qui guette la nation si rien de vigoureux n'est fait pour mettre fin à ces comportements qui défient les valeurs qui ont toujours fondé l'école. L'Obs estime qu'il est temps d'écraser cette pernicieuse vermine qui infecte les fondements de la société et invite par conséquent le pouvoir actuel à passer des discours creux aux actions vigoureuses, sinon bonjour la tyrannie. Autre actualité qui a retenu l'attention des journaux du jour, l'investiture de Sassou Nguesso. Ils étaient nombreux au requiem de la démocratie, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Pays. Le journal, à travers ses lignes, s'indigne du fait que des pays occidentaux, dont la France, censée être à cheval sur les règles de la démocratie, dans le monde se fassent représenter à cette grande messe de déni de la démocratie. Et que dire de la présence de l'OIF et de l'ONU? Pour le journal, ils sont venus toute honte bue apporter leur caution morale et politique à l'imposture et à l'arbitraire. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la RTV.